Bonjour à tous, chers amis. On est en direct à Paris, à l'Hôtel du Haut. Avant de commencer cette interview exceptionnelle et exclusive, vraiment, si vous avez une heure devant vous, gardez cette heure parce que ce garçon va nous révéler des choses extraordinaires et va apporter beaucoup de valeur ajoutée dans ce milieu qui nous passionne, c'est-à-dire la rencontre et la séduction. Surtout aussi, abonnez-vous à ma chaîne, Le Coach de Paris. Ce garçon, il s'appelle Max, on va l'appeler Max, il a 31 ans. Il est aussi un ami, mais surtout c'est un expert du domaine qui nous passionne, la rencontre, les femmes, la séduction. Max, bonjour. Salut Rémi. Avant de commencer cette conversation, entretien, interview, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors déjà avant de me présenter, je vais dire comment toi et moi on s'est connus. Oui. On s'est connus à un film sur la séduction l'été avant le Covid. Donc ça devait être il y a 2 ans et demi, ça devait être en juillet. Et moi j'étais allé à ce film, c'était Je la rencontrerai. Oui. Et on s'était vu vers Châtelet, je me souviens plus de la rue. On s'était posé dans un petit kebab, moi je savais que tu étais un expert de la séduction. On a discuté, on s'est super bien entendu. Tu m'as laissé ton numéro et j'ai retrouvé ton numéro 1 an et quelques après, parce que j'avais totalement oublié, et on s'est revus. Et ouais, il y a une belle amitié qui est née entre nous. Ouais. On s'est revus pendant la période Covid, en toute illégalité, c'est comme ça. Oui, illégalité, puisqu'on on pratiquait les petits restaurants italiens clandestins. Ah, ouais, c'est vrai, il faut le dire. On pratique encore, mais ils sont plus clandestins. Ils sont plus clandestins. Ça commence très fort. Mais ça, je vous l'avais dit. Est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu qui tu es et quel est ton parcours? Parce que ton parcours, il est quand même, vous allez voir, un peu surprenant. Je vais essayer de dire des trucs qui servent à quelque chose. Donc, 31 ans, ça, je ne sais pas si c'est important. Éducation très traditionnelle. Je pense que l'éducation, c'est hyper important pour expliquer d'où tu vas aller. Éducation très, très traditionnelle, un père très masculin, très patriarcal, système très patriarcal, maman très féminine, maman qui restait à la maison. Et donc, très tôt, si tu veux, dans la distinction entre ce que c'est un homme, une femme, c'est des choses différentes. Il y a, entre guillemets, des valeurs masculines, des valeurs féminines. Et ça, c'est d'où je viens, tu vois. On rigole parce que c'est hyper important. On est loin de ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, c'est-à-dire la destruction de la nature. Mais ça, on en parlera plus tard. Ouais. Je vais un peu vite. Et donc, si tu veux, éducation très... Moi, tu sais que j'ai été baptisé. Ouais. J'ai été baptisé. Pas moi. J'ai pas eu d'éducation religieuse, ça j'ai pas eu. Mais j'ai quand même baigné, si tu veux, dans quelque chose de très traditionnel, limite un peu catho, tu vois. Limite un petit peu. Et ça a beaucoup joué sur mon enfance. C'est-à-dire que le sujet des femmes, du sexe, c'est quelque chose de difficile. C'était difficile d'être à l'aise là-dessus, si tu veux. Alors là où il y avait des gosses de mon âge qui étaient à l'aise avec ça, moi j'étais pas à l'aise, tu vois. Et donc, si tu veux, moi ça m'a donné beaucoup de retard. En fait. De base, je suis parti avec beaucoup de retard. Culture puritaine, un peu puritain. Ouais, c'est ça. Ma mère quand je suis devenu un dragueur, ça l'a beaucoup choqué, tu vois. Ça lui a fait, même ça l'a choqué, ça lui a fait du mal, tu vois. Donc, je dirais enfance très pudique. Très pudique, voilà, c'est ça, tu vois. C'est là d'où je viens. Après, avec les filles, si tu veux, moi, j'ai toujours été un peu différent. Tu vois, comme j'ai une éducation qui était très traditionnelle, les centres d'intérêt que j'avais quand j'étais enfant, c'était pas forcément les centres d'intérêt, tu vois, des gosses de mon âge. Moi, j'aurais écouté du rap à 14 ans, mon père ne m'aurait pas laissé dormir à la maison, tu vois. Donc, si tu veux, il y avait beaucoup de choses que les jeunes de mon âge faisaient. Moi, c'était pas mon délire, tu vois. C'était pas mon délire. Suite à l'éducation et suite à mon caractère. Donc, du coup, si tu veux, je suis parti avec beaucoup de retard, si tu veux, sur la cool attitude et tout. Tout le collège, ok. Et j'avais eu un peu de succès à des moments très distincts, si tu veux, pendant des vacances scolaires. Et en fait, quand j'étais dans des groupes, j'étais pas à l'aise. Si tu veux, dans les groupes, la classe et tout, j'avais pas du tout de succès. Et c'est marrant, quand j'étais en dehors des groupes, quand j'étais ou en vacances ou dans des moments isolés avec des filles, j'avais beaucoup de succès, tu vois. Et je comprenais pas, je me disais, pourquoi à l'école j'ai pas de succès, pourquoi quand je rencontre des filles dans des autres environnements, en one-one, ça marchait. Je sentais, tu
vois, quand j'étais avec une nana dans un autre contexte, ça n'a rien à voir avec le collège. Beaucoup de pouvoir déjà, beaucoup de puissance, mais j'ai assez peu de confiance, si tu veux. Après seconde, je ne me suis pas du tout intéressé aux filles. Seconde, j'étais vraiment dans le lycée, tout ça. Et entre la seconde et la première, moi, j'étais destiné à faire des études scientifiques. Donc, j'avais compris que les 2 ans déjà de première moi, en première terminale, j'avais 0 filles dans ma classe. J'ai fait sciences de l'ingénieur. Ceux qui ont fait sciences de l'ingénieur, ils connaissent, ils savent que l'environnement… Très masculin. Beaucoup moins maintenant, mais il y a 15 ans, c'était un truc de ouf. Tu vois. Moi, j'avais 0 filles dans ma classe. Et je savais qu'après, moi, je voulais faire une prépa scientifique. Donc, j'avais calculé 2 ans de lycée, première terminale sans nana, prépa 2 ans, voire 3 ans. En gros, je vais être puceau jusqu'à 24 ans si ça continue comme ça. Donc, en plus, j'étais pas populaire. Donc, les soirées, machin, c'était pas pour moi. Moi, je bois pas d'alcool, par exemple. Donc, j'avais compris que la seule possibilité que j'allais avoir, c'était ou Internet, ou les rencontres spontanées comme ça. Et donc, moi, j'avais fait des recherches. Il me semble que je cherchais des conseils sur le premier rendez-vous. Moi, j'ai commencé à aller sur des chats, parce que moi, j'étais mineur à l'époque, je ne pouvais pas aller sur Mythique, machin. Donc, j'allais sur des chats, je rencontrais des filles. Dès la première, je cherchais des conseils sur le premier rendez-vous. J'avais totalement oublié ce passage-là. Et j'étais tombé sur le site de Stéphane Edouard. Et là, j'ai vu qu'il y avait des règles de séduction, j'ai vu qu'il y avait une communauté de séduction, il y avait des récits de rencontres. Toi, tu es un homme de cette époque, FTS, c'est là d'où tu viens. Et je suis tombé on va dire, sur ce monde-là. Je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup lu de conneries d'ailleurs, j'ai beaucoup de conneries. Et voilà, c'est de là d'où je viens. Et puis après, j'ai grandi. Alors, tu me disais que tu t'es intéressé aux femmes à partir de l'âge de 15 ans, ce qui est tôt. Hein. Moi, par exemple, j'ai commencé à m'intéresser aux femmes, j'avais 29 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à 15 ans déjà, tu t'intéresses aux femmes et pourquoi tu t'intéresses aux femmes? Je pense déjà, il y a les hormones, Ouais. il y a la libido. Disons que je m'intéressais un peu aux filles avant, mais m'intéresser au sujet spécifiquement des femmes, c'est vers 15 ans. Parce que je comprenais, je savais que j'allais avoir besoin d'aide en gros, si tu veux. J'allais avoir besoin de conseils, j'allais avoir besoin d'apprendre des choses. Parce que le contexte que je t'ai expliqué ne se prêtait pas à rencontrer plein de filles. Ça s'y prêtait pas. Tu n'es pas un mec populaire, tu n'es pas dans un environnement où il y a des filles. Il va falloir être un peu aidé, il va falloir apprendre des choses. Bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, tu pourrais parler rapidement un peu des principales étapes qui t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire un séducteur de très haut niveau, séducteur de rue, dragueur de rue, tu baises souvent, donc c'est vraiment du concret, c'est du factuel, hein. Tu as vraiment des histoires que tu provoques, soit tu me dis Rémi, j'en ai encore chopé une, mercredi dernier. tu me dis souvent ça, donc on peut dire que tu es un mec plutôt, ce qu'on appelle un mec efficace. Parle-moi un peu de tes étapes qui t'ont emmené jusqu'à aujourd'hui. Les grandes étapes. Comment ? Les grandes étapes. Les grandes étapes. Les grandes étapes. Première étape, donc c'était Internet, les chats, carrément les chats. Il n'y a même pas les sites de rencontres. Donc là, on était il y a 15 ans. Après, donc il y a eu les chats. Après, il y a eu un peu les sites de rencontres. Moi, Internet m'a beaucoup aidé au début. J'aurais pas été efficace en rue. J'aurais pas été efficace dans le réel si au début, j'avais pas construit un peu de confiance sur Internet. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu ça. Après, il y a eu beaucoup de drague en fac. Moi, j'ai commencé mes premières approches en fac de lettres. Et j'étais pas seul. J'avais pas les couilles de le faire seul. J'étais allé avec un ami. On va aller en fac de lettres, on va aborder des meufs, tu vois. Et en plus, c'était pas dans notre fac. C'était carrément en fac de lettres. Après, j'ai abordé dans ma fac, à Jussieu, à Paris 6, en fac de sciences. Bon. Pendant toutes mes études. Alors, il faut comprendre que j'ai pas été régulier pendant 15 ans. Moi, j'ai fait des études quand même assez hardcore en sciences. Je draguais, j'arrêtais, je draguais, j'arrêtais. Généralement, je draguais beaucoup en septembre-octobre. Après, je prenais beaucoup de retard pour les cours, donc je draguais quasiment plus l'année. Donc, si il y avait des grands rushs sur 2 mois, puis après, j'ai arrêté quasiment pendant 1 an. Quand tu draguais, tu avais une méthode ? Tu faisais quoi ? Tu allais comme ça sans objectif ? Tu allais flirter, quoi ? J'avais ce que j'avais appris chez Stéphane Edouard, c'est-à-dire beaucoup de bullshit. C'est bullshit, En gros, il fallait jouer une forme de dominance, il fallait jouer une sorte de supériorité. Moi, tu sais que ça m'a beaucoup… ça m'a transformé dans le mauvais sens, ces trucs, tu vois, ce côté, se prendre un côté un peu hautain, un peu supérieur.
moi, c'était ce que j'avais, entre guillemets, appris à faire à partir de 15 ans. Le problème, c'est que ça devient ta nature après. C'est ce côté un peu hautain, un peu prétentieux. Ouais, c'est pas forcément Je l'étais un pas bon atout. forcément de base. Ah non. Je l'étais pas forcément de base, Ouais, hein, hautain, prétentieux. Mais à force de le répéter, à force de croire que c'est ça, je suis devenu comme ça. Donc, Oui, parce que Stéphane Edouard a tendance aussi, il faut le dire, à véhiculer cette dimension, supériorité, qui exactement. remonte à son enfance, ses origines sociales plutôt modestes, et il a besoin de compenser ce qu'il n'a jamais été finalement. Donc il a besoin peut-être de surjouer son milieu. Disons que Et bon, dans sa méthode de séduction, ouais. non mais c'est intéressant parce qu'on va parler de la VMA tout à l'heure. Ouais. Et donc c'est intéressant de voir lui sous quel angle il voyait la séduction. Ouais. Il y avait un angle très statut social, c'est-à-dire il y avait vraiment à fond le statut social, par extension les fringues, c'est-à-dire par extension s'habiller avec supériorité, avec classe et tout, et les techniques oratoires de prise de pouvoir. Donc moi c'est ce que je faisais, c'était pas la folie, j'avais des résultats parce que j'abordais beaucoup. Ouais, c'était pas ta nature aussi. Mais c'était pas ma nature. Mais et le problème c'est que ça a greffé à ma personnalité, si tu veux, des choses assez... c'était pas forcément que des bonnes choses. Moi je défends pas ces valeurs parce que je pense qu'elles véhiculent, après elles engendrent beaucoup de peur, l'instabilité, l'insécurité, et je pense que ça a un effet, je crois, contraire à ce que j'appelle la séduction, c'est-à-dire un moment partagé agréable, chaleureux, plutôt simple, et voilà, et on peut faire les choses simplement, tout en étant sur un rapport... Donc il y a eu beaucoup de facs, moi j'ai beaucoup abordé pendant toutes mes études. Ouais. Après la fac, j'ai beaucoup expérimenté les parcs. Ouais. J'ai chopé un truc de ouf dans les parcs. C'est bon ça. Ah ouais, Jardin de Luxembourg, Oui, Tuileries, classique. Parc Monceau, j'ai beaucoup fait les parcs. Là, je suis sorti, si tu veux, de l'environnement fac, tu vois, environnement quand même d'entre-soi, tu vois, on est rassuré, voilà. Donc c'est quelqu'un qui fait à peu près les mêmes études que moi, on a à peu près le même âge. J'ai beaucoup abordé dans les facs. Pendant que j'étais à la fac, je faisais un peu de rue, un tout petit peu de rue. Ma première meuf de rue, ça a été au Starbucks de Saint-Lazare, à côté de la gare, pour ceux qui connaissent, mais je pense qu'il y en a qui connaissent. Et puis voilà, les parcs, j'ai beaucoup pratiqué les parcs. Donc Internet, les facs, les parcs, et puis après la rue, quoi. Voilà, en gros. Et puis en rue, il y a eu différents seuils qui ont été atteints. Moi au début, j'avais aussi beaucoup de difficultés sur le fun game et sur les dates. Et voilà, au fur et à mesure. Mais disons, les grands terrains, c'était ça. Les grandes difficultés, ça a été le fun game, les dates. J'habitais chez mes parents. Donc pour la conclusion, c'était très compliqué. Et ça a pris tout ça jusqu'à aujourd'hui. Ça a pris 15 ans avec beaucoup de phases d'inactivité. C'est-à-dire pendant les études, forcément, je ne draguais pas à l'année, je draguais 2 mois. Après, je bossais mes cours si je voulais valider mon année. Et à partir de la fin de mes études, là, j'ai pu vraiment m'y consacrer. Et j'ai vraiment progressé après les études. Voilà. Donc ça, c'est vraiment 15 ans consacrés à ce travail. C'est quand même du temps, du boulot, quand on sait que la moyenne des mecs qui restent dans ce milieu, c'est 2 ans. Ils se disent « Ah, 2 ans, c'est déjà trop long ». Là, vous voyez, là, vous avez un garçon qui a consacré 15 ans de sa vie à vouloir s'optimiser, à vouloir devenir la meilleure version de lui-même. Qu'est-ce qu'on peut dire aux mecs comme ça qui me disent au bout de 2 ans « Oh non, je ne veux pas consacrer 2 ans à ce sujet-là ». Il faut voir ce qu'on veut aussi. Il faut voir ce qu'on veut. Moi, c'était un sujet qui m'a passionné. J'ai commencé jeune. C'est rentré dans le sang très jeune. C'est comme le sport. Tu commences très jeune, ça va rentrer dans le sang. J'ai eu des résultats très lents. J'ai vraiment progressé lentement. Au début, je chopais une meuf par an. Donc voilà quoi, une meuf ou 2 par an. C'est modeste. C'était pas un truc de... Après, il fallait faire. T'habites chez tes parents. Bien sûr. J'étais pas tout de suite dans les bonnes conditions pour être un bon player. Les études, la logistique aussi. Les parents, la logistique, l'argent, tout ça, j'avais pas. Donc, sûr. tout ça, il fallait faire avec ça. Donc, ma progression a été très lente. Ouais. Après, moi, j'aime ça. Je te dis, déjà à 14 ans, quand je rencontrais des filles dans des environnements non, si tu veux, qui n'étaient pas liés à des groupes, moi, j'aimais séduire. J'avais ça en moi. Mais il y avait l'éducation qui me bloquait un peu. Moi, je connais comme ça. Voilà, tu vois. Donc, j'aimais ça et il m'a fallu vraiment du temps pour pouvoir mettre tout en place, pour avoir l'appart, pour avoir l'argent un petit peu. Il m'a fallu du temps. Donc, sur 15 ans, je dirais de vrais games sérieux, à pouvoir tout faire bien. Depuis 3 ans, je te dirais. Le début, c'était...
Et ça ne s'arrête jamais. Hein. Le développement personnel, c'est quelque chose qui doit normalement nous tenir jusqu'à la fin de notre vie, normalement. On progresse toujours. Chaque année, j'ai une révélation sur le game. Chaque année, j'apprends quelque chose que je n'avais pas compris l'année d'avant. Des fois, c'est qu'une chose, et c'est quelque chose qui va beaucoup jouer. Donc, on apprend sans cesse. Quand on est passionné par un domaine, on apprend sans cesse. On se remet tout le temps en question. Des fois, on a des phases où ça ne marche pas du tout. Même moi, des fois, j'ai des phases où ça ne marche pas du tout. Et tu vas... Ça te mine le moral. Ah, ça te mine. Que j'ai cru comprendre que ça te minait une morale parfois. Et tu comprends que ça fait partie du jeu. Après, ça te mine, ouais, ça te mine. Mais tu comprends que ça fait partie du truc. T'as des phases comme ça. Elles font partie de la magie du truc. Alors, dans les récentes vidéos que j'ai pu faire, pas si vous vous rappelez, je parle souvent d'un mot. Alors, tout le monde dit, qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Alors, le mot, c'est VMA. Alors, mais c'est quoi la VMA? Alors, sachez que c'est grâce à ce garçon qui m'a communiqué ces 3 lettres qui signifient Sexual Market Value, donc la valeur sur le marché de l'amour, qui vient directement, et on les salue, de Belgique. Parle-moi un peu de tout ça, là, rapidement. Là. Tu sais que je te parle de quoi? De la la VMA et la Belgique aussi. Ok. Quand je suis rentré dans le game, il y avait les techniques de séduction. Les techniques de séduction. Vraiment, la séduction, ça ne va pas obéir à des techniques, ça va obéir à ce que t'es, la personne en face de toi. Donc là-dedans, il y a les techniques de séduction. C'est incomplet. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des techniques de séduction, mais je dis que voir la séduction à travers des techniques, c'est la pire chose à faire. Donc il y a intrinsèquement ce que tu es, ce que tu véhicules. Tu vas croiser quelqu'un, tu vas croiser une fille. Qu'est-ce qui fait que ça va marcher ou pas? Donc là, il y a des paramètres, il y a des choses importantes. Et donc tu comprends que en dehors des techniques de séduction, tu véhicules ou pas quelque chose de séduisant. Et cette chose que tu véhicules va dépendre de ce qu'on appelle la VMA, la valeur sur le marché de l'amour, c'est-à-dire les paramètres en dehors de techniques, paramètres qui vont influencer positivement, négativement la personne en face de toi. Donc c'est quoi cette VMA? On peut la décomposer en l'apparence. Il y a des choses qui sont immuables, ta taille. Ça, tu peux pas jouer. Les traits de ton visage. Quoi qu'en perdant du poids, tu peux changer un peu. La musculation, par exemple, façonne aussi. Énorme levier. Énorme sur levier. Le visage. Hein. Quand les gens qui disent que je suis pas beau, mais voilà, on en parlera plus tard. Tu pratiques la musculation. La musculation intervient énormément sur la construction aussi du visage. Bon, voilà. C'est l'apparence, les fringues, comment tu te sapes. Toi, en plus, tu es un spécialiste de tout ce qui est un peu rester jeune. Ton âge, ça joue au niveau de la VMA. C'est-à-dire que ton âge détermine des choses, détermine des typologies de filles que tu peux attirer ou pas. Donc, il y a tout ce qui est apparence. Il y a tout ce qui est social, tout ce qui est statut social, qui tu es dans la société. Soural disait souvent, ce qui plaît aux femmes, c'est qui tu es dans la société. C'est ta position dans la société. Combien tu gagnes, où tu vis, ton métier. Est-ce que tu es un leader dans tes activités? Qui tu es? Qu'est-ce que tu possèdes? C'est terrible, mais ça fait partie de la VMA. Et ne pas le prendre en compte, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc il faut essayer de ne pas être un clodo, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois. Sachant qu'il y a des choses qui sont intermédiaires. Par exemple, les sapes, c'est une forme les vêtements, c'est une forme d'étape intermédiaire entre le statut social et l'apparence. Tu vois, les sapes, c'est un truc important parce que tu peux pas avoir tu vois, par exemple, Stéphane Edouard, le style Spike de l'époque, c'était un style très apparence. Mais apparence mix entre le statut social et l'apparence. Tu vois. Après, il y a des trucs hyper importants, c'est la masculinité. C'est-à-dire que ton état d'esprit alpha, ton alphaness, ton côté alpha, fait partie entièrement de ta VMA. C'est-à-dire qu'un mec dominant, cash, viril, ça fait partie de sa VMA. Donc il y a un côté vraiment caractère aussi. Il y a les techniques de séduction, c'est-à-dire ton verbal, ton jeu verbal fait partie de ta VMA. Le fait de ne pas rentrer dans, par exemple, les cheat tests. Tu vois, les meufs, elles font des cheat tests. Le fait, par exemple, de ne pas être infecté par ces cheat tests fait monter ta VMA. Il faut aussi comprendre que la fille a une VMA. Tu as une VMA, elle a une VMA. Et il y a le théorème qui dit que pour être attiré, il faut au moins qu'il y ait l'équilibre des valeurs. L'équilibre des valeurs, ouais. Sachant que certaines techniques de séduction permettent de
baisser la VMA de la fille. Donc il y a aussi des techniques pour faire baisser la VMA. Ça, c'est très spikien, tu vois. Faire pas les techniques de séduction. C'était le nec de l'époque d'Hystérie. Exactement. Moi, personnellement, je n'ai jamais pratiqué, mais bon, après, chacun son école. Personnellement, je pense comme toi, je pense qu'il faut booster sa VMA. Oui, plutôt soi-même. Essayer de bosser sur soi, Oui. plutôt que de chercher Ouais. à détruire la VMA de l'autre. Non, c'est... Après, beaucoup de techniques, notamment issues de tout ce qui est mystérie, tout ça, consistaient à impacter la VMA de la meuf. Alors, évidemment, si toi, tu es un 4 et la meuf, c'est une 10, si tu veux rétablir l'équilibre des valeurs, il va falloir utiliser des techniques un peu de baisser un peu la VMA. Moi, j'aime pas. Plus tu as bossé sur toi, plus tu es complet, moins tu as besoin d'impacter la VMA de la personne. Oui, parce que je pense que, un peu à l'image du domaine de la psychologie, je pense que souvent tu as tendance à reprocher aux autres ce que tu n'as pas réglé avec toi-même. Donc le côté comme ça, aller Bien sûr. emmerder les gens alors qu'en fait tu es peut-être un peu emmerdé toi-même. Bien sûr. Moi, je suis plutôt de l'école de dire, bah, écoute, résous tes problèmes personnels et tu verras qu'après les gens ne te poseront aucun problème. Ouais. Plus tu cherches la merde sur les gens, c'est qu'en fait tu as des gros problèmes personnels. Souvent, ouais. Et c'est pour ça que ce type, d'aller atteindre la personne, à quoi ça sert? Enfin, En pratique, ça peut donner des résultats, Mm. mais tu vas choper des meufs, mais à l'intérieur de toi, tu vas pas être bien. Tu vas pas être bien, tu vas avoir des conflits avec toi-même. On en connaît des mecs qui ont un certain niveau de séduction qui ne sont pas forcément à l'aise avec eux, avec eux-mêmes. Donc voilà, moi je vois pas. À court terme, ça peut marcher. Ouais. À long terme, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. La VMA, on profite pour faire une dédicace à tes amis belges. Consti, Consti, Roby, Consti de et Coach Roby. Drag Podcast. J'aime beaucoup Coach Drag. Souvent, je les écoute, ils sont sympas. Ils sont bien. Ouais, Ouais, ils sont très sympas. ils m'ont énormément appris. Oui, bien sûr. Ils m'ont énormément appris. Rien à voir avec les conseils Spike Séduction de l'époque, rien à voir. Ouais, donc on leur fait une petite dédicace Moi, je les aime beaucoup. de Paris. Je vous aime beaucoup. Moi Roby aussi. Consti. De coachdrag.com. Bon, alors, il y a un élément important aussi. Ouais. Moi, je t'ai rencontré il y a 2 ans. Ouais. Et quand je t'avais vu, c'est vrai que tu avais un physique qui était un petit peu... là, tu es plutôt pas mal, tu es très sportif. Et tu étais un peu fat quand je t'ai rencontré. Grave fan, même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu On t'es est, dit... on est passé quand même des t-shirts XXL à des t-shirts S, Ouais, tu vois. ouais. Bon. Et tu m'as dit, Rémi, je vais investir aussi sur cette dimension physique. Alors le physique chez les hommes, c'est un problème parce qu'on n'en parle pas. Ils veulent pas en parler. À l'époque, on leur disait, le mec était très moche. On dit, sors cette phrase, tu verras, tu vas taper toutes les nanas. Alors, Voyons. Le pauvre gars, il était dégueulasse. Il me dit, comme j'ai des phrases magiques, les fameuses phrases magiques, je vais choper tout le monde. Et technique de séduction. Alors là, c'est terrible parce que là, on va donc parler de physique. Ouais. Parle-nous de l'importance du physique et je le dis à mes élèves, Ah, bossez votre physique. On a le physique qu'on mérite. C'est un peu comme chauffe qui veut. Et je pense qu'on peut évoluer plastiquement. Moi, je suis la preuve vivante, vu tout ce que j'ai fait. Enfin, regardez mes vidéos, vous comprendrez. Parle-moi un peu de ce physique. De l'importance du physique. Absolument. Ouais, j'ai une anecdote pour exprimer ça. J'avais arrêté de draguer pendant 2-3 mois pour vraiment me consacrer à ça. Donc j'avais fait 3 mois un peu game et un peu travail sur mon physique. Après j'avais eu ma période à Toulouse. Tu te souviens, Toulouse? Ouais. Au Toulouse, j'ai abordé de ouf. Il est parti 1 mois à Toulouse pour aller sillonner les rues. Sillonner les rues, ouais. Sillonner autre chose. Et après, j'ai eu 2 mois de retraite. Je suis parti en Normandie pour vraiment achever ma transformation physique. Ouais. Je suis revenu à Paris. Premier abordage. J'avais une super chemise verte. Elle était hyper cintrée et tout. Premier abordage, la fille, elle me dit, j'adore ta chemise. Tu sens hyper bon, t'es trop beau. Il me dit, j'arrive à voir tes abdos à travers la chemise. Première approche. Putain. Première approche. Ça s'est pas reproduit à ce point-là à chaque fois, mais première approche, ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Tu vois. Beaucoup de meufs qui te regardent, beaucoup d'eye contact, plein d'eye contact, beaucoup de filles qui te touchent les épaules. Ouais, La meuf, elle me toujours touche très de bon ouf les épaules. En rue, la fille, tu lui parles au bout de 2 minutes, elle te touche les épaules. On parlait de l'équilibre des valeurs tout à l'heure. Si tu viens avec une énorme valeur physique, la fille va même se sentir un peu... elle-même ne va pas se sentir forcément confortable avec elle-même parce que tu as mis la barre très haute. Très haut, ouais. Et elle va se dire, en fait, ce mec s'intéresse à moi. Confiance sexuelle aussi, car que moi, quand j'étais... Putain, c'est chaud ce que je vais d'un mec. Putain, quand j'étais pas en forme, même me foutre à poil avec les meufs, c'était pas agréable.
Ah ouais. Ah, je te jure, j'étais complexé de ouf. T'es complexé. J'étais pas complexé d'en bas, mais d'en haut. D'en haut, oui. D'en haut, je te fais pas c'était un truc de ouf, j'étais mal. Donc physique, Des musculation. fois, attends, des Ouais. fois, j'en vais même pas mon t-shirt. Je te jure, la Ah vérité. ouais. Ah là, j'en voulais pas mon t-shirt. Ah des fois. ouais. Ah, je te jure. Ah, c'était un truc de ouf. Donc physique, musculation. Musculation, cardio, beaucoup de marche. Parce qu'au début, c'est quand t'es. Moi, j'étais à 90 kg, mec. 90 kg, 1m72. T'as combien là? Là, je suis à 70. D'accord. J'étais descendu à 67. Ah ouais, Et 90. après, j'ai pris 3 kg de plus en muscle. Ah ouais, Et impressionnant. à 90, tu peux pas courir, mec. T'as les. Trop fat quoi. Donc tu marches. Moi, je marchais des fois. Des poteaux quoi. Je marchais des 20 000 pas, des 30 000 pas par jour, en plus de la muscu, Ouais. en plus de la diète. J'ai bossé comme un psychopathe là-dessus pendant 6 mois. Et après, c'est devenu une seconde nature. Après, c'est devenu une passion. Aujourd'hui, je peux même te dire, la muscu, le sport, c'est passé au-dessus du game, d'ailleurs, dans ma vie. Alors, c'est quoi l'intérêt? En dehors de la VMA, mais la confiance que ça te donne, hein. Tu te kiffes. Tu mets des beaux vêtements, tu te sens bien, tu te sens confiant. Moi, j'aurais pas pu faire cette interview à 90 kg. J'aurais été complexé. J'aurais pas pu être en face de vous, ça m'aurait fait mal. Donc, comment toi tu te perçois? Cette confiance, ça va jouer. Tu sais, on parlait de la VMA, de la masculinité. On a dit, oui, il y a l'apparence, mais il y a aussi ce côté psychologique. Donc, le physique, ça te donne de l'apparence, ça te donne de la confiance, donc ça augmente ta masculinité, ça augmente ta testostérone, c'est-à-dire que ton profil hormonal change, ton visage change, ton caractère change, ta dominance. Il y a des choses que je fais en rue aujourd'hui que j'aurais même pas osé faire à l'époque. Ouais. C'est lié aussi à la testostérone. Donc ton profil, même, ça va jusqu'au profil hormonal. C'est un truc de ouf. Et voilà, bon, les filles, ça les impacte aussi. Tu peux mettre des plus beaux vêtements. Donc tu vois, ça permet d'aller dans les vêtements. Professionnellement, tu te sens mieux pour aller travailler. Tu te sens mieux quand tu es en face de clients. Et tu te sens mieux quand tu es en face des gens. Donc ça améliore tout. Et d'ailleurs, Robbie et Consti, c'était eux qui m'ont inspiré là-dedans. Il y a un podcast chez eux qui dure 1 heure. C'est la musculation et la séduction, l'impact et tout. Moi, ce podcast, on le mettra en post-prod, si tu veux. Et il a changé ma vie. Et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a motivé. Après, je me suis formé, j'ai appris. Il disait quoi? Il disait faites du sport, quoi, faites de la musculation, quoi. Travaillez votre plastique. Il disait il ne faut pas que ce soit un point faible, en tout cas. Non. En tout cas, il faut arriver à un certain résultat. Il ne faut pas être en dessous de la moyenne. Oui, parce qu'il faut bien dire une chose à ceux qui nous regardent. Les femmes ne supportent pas les mecs maigrelets, hein, ou les mecs voilà, qui sont... Surpoids de ouf. Alors, souvent, ma copine me disait, elle me dit, mais t'aurais été maigrelet. Parce que moi, j'étais un ancien mecqueuse, comme on dit, maigre. J'ai fait de la musculation à une époque pour pouvoir gagner un peu en épaisseur, en densité, pour pouvoir me porter mes costumes correctement, comme un homme. Et elle m'avait dit, mais si tu avais été maigre comme je t'ai connu, comme je t'ai vu en photo il y a 15 ans, mais jamais je t'aurais touché. Je t'aurais pas touché. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, les amis. Hein. Bossez votre physique parce que c'est pas quelque chose, c'est pas avec une phrase magique, ça y est, que les filles vont tomber. Hein. Il faut quand même avoir du... C'est pas abracadabra. Hein. Ouais. C'est alors, tout ce qui dégage de toi. Ouais. Et ta dominance, c'est quand tu es plus balèze, quand tu marches, tu es plus ancré. Ouais. Non, ça change tout. Quand je parle de VMA, souvent j'adore dire quelle est ta cotation sur le marché, un peu comme la bonne Panini sur FIFA. On voit Ronaldo, il a 95, Lewandowski, le Polonais, il a, je sais pas, 98. Tu te sens sur 100 points, tu serais, si tu étais un mec dans la bonne Panini, tu serais combien en termes de numéro, en termes de cotation? 60, 70, 80, il faut que je fasse les... On parle de quoi, de physique ou d'ensemble? Non, mais si tu avais une note à te donner globale, sur la VMA, on parle de notes aussi. Ouais, je vais m'évaluer. Moi, je vais pas mettre des chiffres, je vais mettre des ABCDE. Ouais, voilà, ok. À l'américaine. À l'ancienne. En apparence, j'ai bien sapé A. Ouais. Pas de problème là-dessus. Socialement, B. Caractère, alphaness et tout, j'ai A. Ça, c'était vraiment le fruit du travail. Technique de séduction A, mais je joue de moins en moins sur ça. Ouais. Je joue plus les techniques de séduction. Non, je joue plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant. C'est le travail sur le physique qui m'a guéri du côté prétentieux que j'avais. J'aurais fait cette interview là il y a 1 an et demi. J'aurais été beaucoup plus con, beaucoup plus prétentieux. C'est le fait d'avoir bossé sur mon physique qui m'a donné la confiance, qui m'a guéri
de l'époque spikienne où j'étais arrogant et Et tout. qui t'a laissé un peu tranquille, quoi. Ouais, Qui t'a tranquillisé, on va dire. C'est parti à 31 ans, ça a commencé à 15 ans. Et c'est de travailler sur le physique, travailler sur l'apparence, travailler sur le fait de s'aimer, qui fait que j'ai totalement arrêté ce côté prétend. Parfois, je suis un peu con quand même. Mais non, dis pas ouais. Non, mais Mais c'est vrai, des fois, je peux être con. Ouais. Mais c'est beaucoup plus rare. En général, je suis beaucoup plus humble aujourd'hui. Avec les filles, je suis beaucoup plus doux. Alors qu'avant, je pouvais faire le connard. t'es un peu brutal. Donc tu vois, il y a un transfert. Tu vois. Alors, on rappelle pour les plus jeunes que l'ancien timide, parce que souvent ce sont des mecs qui sont quand même des anciens timides, moi j'étais un ancien timide, on se rapproche de cette dimension de l'alpha. L'alpha, c'est un peu l'animal qui se nourrit le premier et qui sélectionne les femelles le premier. Hein. C'est ça l'alpha en fait. Hein. Donc le pick-up artist, c'est quelqu'un qui a essayé de singer un peu l'alpha. Il ne sera jamais vraiment l'alpha parce que je pense que l'alpha est une donnée génétique à la naissance. Mais je le pense, ouais. Mais on se rapproche, on essaie un peu de se rapprocher de ce profil un peu idéal de l'homme qui est attirant, suscite l'attraction. Voilà, donc ça c'est pour expliquer un peu cette dimension d'alpha. Les gens disaient comment devenir un alpha. On n'est pas alpha, je crois qu'on se rapproche du caractère d'alpha ou de l'attitude et on en récolte les bénéfices. Il fallait, en tout cas à mes yeux, le définir. L'alpha, je pense que l'alpha, c'est considérer que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu avais un coach en séduction qui est mort, paix à son âme, David X. David X. Je sais que tu avais deux règles. De David X. Tu avais 2 règles. La première règle, c'est que tu es la personne la plus importante de la relation. Ouais, c'est bien. Ouais, super. C'est-à-dire que tu ne te soumets pas. Tu ne vas pas faire des choses qui vont contre ta volonté. La plupart des gens, pour plaire à quelqu'un, pour être validé par quelqu'un, beaucoup font ça. Alors c'est une phrase, ça a l'air facile à dire. Tu es la personne la plus importante de ta relation. C'est tellement simple à dire. Mais c'est tellement un boulot perpétuel de l'appliquer. Ça veut dire que si cette fille, tu sens que ça pourrait lui plaire de dire ça, mais que c'est pas en toi, il ne faut pas le dire. Pourtant, beaucoup de gens vont le dire. Hier, j'étais en date avec une fille, elle m'a dit le nombre de mecs qui changent toujours de braquet, tu vois, qui changent toujours d'angle. Mais l'angle pour viser dans sa direction. Et donc, tu as des mecs, au début, ils ne veulent pas être en couple, après, ils vont se mettre en couple pour lui faire plaisir, qui vont faire ceci alors que ça lui fait. Par exemple, la fille va dire bah, moi, ça me saoule que tu vois tes potes 2 fois dans la semaine. Et si le mec, il en a besoin de voir ses potes 2 fois dans la semaine, et s'il change, elle va le mépriser pour ça. Sur le coup, elle va être contente, elle va le mépriser parce qu'elle va dire finalement, tu es capable d'abandonner tes rêves, tu es capable d'abandonner tes potes pour moi. La fille, elle a besoin que tu aies un univers à toi. La plupart des gens n'ont pas d'univers à eux. D'autant que les hommes ont tendance, après, dès qu'ils sont en couple, à se dégrader physiquement même, à passer du temps sur des séries à la con, à un peu oublier leurs amis, leurs réseaux sociaux. Terrible. Et ils en perdent aussi de la valeur. Hein. Bien sûr. Et puis le couple, bon moi c'est toi l'expert du couple, moi je suis un charognard, donc c'est moi le couple, bon voilà, c'est toi l'expert, c'est pas moi. Mais je pense que dans le couple, il doit y avoir une séduction perpétuelle. Ta VMA, elle n'est pas fixée, il n'y a rien qui est gelé. Ah non, jamais gelé. La VMA de ta copine, elle n'est pas fixée non plus, tout évolue. Et si à un moment il y a, ça part en couille, hein, après. D'autant plus que, rappelez-vous que la femme aussi est dans un dispositif d'hypergamie. Hein, donc elle est toujours à la disposition de la séduction Elle est sur le marché. et d'opportunités plus ou moins supérieures ou pas, hein, selon ce que vous êtes. Hein. Donc nous, on est plutôt, c'est bon, c'est réglé, c'est signé. Alors que la femme, même mariée, est toujours un peu open à des convoitises, sans rien faire, pas forcément, mais voilà, elle n'est pas... Si toi, tu es là et qu'elle rencontre un mec qui est là, et voilà. Elle va se poser la question. Voilà. Donc n'oubliez pas toujours que la séduction, c'est une matière qui se cultive. Pas devenir feignant. Et ça ne s'arrête jamais. Pas devenir feignant. Récemment, j'ai lu un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, 80% des hommes ne suscitent pas ou peu l'attractivité des femmes. C'est terrible, hein, comme révélation. On est dans un siècle de féminisme où l'homme perd ses repères, notamment. Qu'est-ce que tu penses de cette statistique ? Alors, moi, je pense que c'est 80-20. C'est pas un ratio du hasard. C'est un ratio qu'on trouve beaucoup dans la nature. 80-20, c'est un ratio, loi de Pareto, 80-20. Il y a beaucoup de choses. L'économie.
En économie, par exemple, tu vois, souvent, 80 qui réussissent pas trop, 20% qui réussissent bien. Tu vois, donc c'est un ratio qu'on retrouve beaucoup dans la nature. Moi, je pense que ça a toujours un peu existé. C'est pas, ce ratio, il ne me choque pas, je pense que ça a toujours été un peu le cas. Ouais. Là où c'est plus vicieux, je pense que dans ces 20%, il n'y en a jamais qui ont autant chopé. Je pense que, en fait, il faudrait le dire comme ça. Il y a peut-être 80-20, mais il y a surtout un gros 99-1 ou un gros 98-2. C'est-à-dire que je pense que les deux, ils chopent comme des porcs. Et les 98 autres, à côté, ils chopent pas beaucoup. Donc évidemment, il y a les 80 qui chopent très peu. Ouais. Mais tu as 80, là tu as 2, donc ça fait 82. Et donc tu en as 18 au milieu. Les 18% à côté des 2%, c'est peanuts. Donc je pense que tu as 80, 18, 2. Et je pense que c'est la grosse différence avec peut-être l'époque. C'est que tu prends par exemple aujourd'hui les rencontres se font beaucoup sur Internet. Bon, moi, parfois je le fais, mais c'est très rare. Si tu mets des putains de photos, si tu as, tu sais, notamment Insta, tu sais, les réseaux sociaux, qui te mettent si tu as un putain de physique, tu as un putain de lifestyle. On parlait de la VMA, donc si tu sais mettre en orchestré, si tu veux, cette VMA, tu vas faire partie des 2%. Ouais. Et à côté des 18 autres pourcents, c'est énorme, et à côté des 80 autres pourcents, c'est gigantesque. Donc je pense que les inégalités ont toujours été là. Je pense que le rapport 80-20 a toujours été là, mais je pense que il a été encore plus accentué dernièrement. Voilà, je pense ça. On parle de ce sujet des 80%, Ouais. et il y a un homme qui intervient beaucoup aujourd'hui dans cette société qui est la nôtre. Ouais. Alors ça va peut-être vous faire rire, je sais que tu vois ce que je vais te dire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle l'homme soja? Putain, je suis mort. Je suis mort. Déjà, pourquoi l'homme soja? Pourquoi le soja? On va dire, le soja, il m'a rien fait. Pourquoi le soja? Dans le soja, après, je suis pas un expert du soja. Hein. D'ailleurs, j'en prends pas, j'en mange pas. Le soja, quand on en prend trop, il y a un côté œstrogène. C'est-à-dire qu'on va... l'homme, son hormone prédominante, c'est censé être la testostérone, l'hormone de la masculinité. L'œstrogène, c'est l'hormone de la féminité. Donc, c'est pas un problème en soi. C'est un problème quand l'homme il est trop œstrogénéisé. Ouais. C'est un problème. Du coup, c'est un homme qui a beaucoup de caractéristiques féminines. Alors, l'homme soja, c'est quoi? Je vais t'en donner une définition qui n'est pas hormonale, mais une définition, je dirais... on va voir. Il y a une féminisation de la société. C'est quoi la féminisation de la société? Il y a deux bouquins. Tu as le bouquin de Soral, c'était vers la féminisation. Et tu as le bouquin de Zemmour, Le premier sexe. Bon, ça, c'est deux bouquins. Intéressants d'ailleurs. Et puis tu as d'autres bouquins. Je crois que tu avais un bouquin de. Putain, je sais plus. Mais il y avait un autre livre précurseur avant ces deux bouquins-là. C'était de Otto Weininger, c'était Sexe et caractère. Ah oui, Sexe et caractère. Ouais. Il faudrait lire ça. En vrai, il faudrait partir de là. Moi, je n'ai pas lu. Et donc, c'est quoi vers la féminisation de la société? C'est qu'initialement, on était dans une société où les valeurs masculines étaient admirées. La force, le sens du travail, le patriotisme, le sens de la patrie, les valeurs de famille. Tu vois, travail, famille, patrie. Tu vois, des mots comme ça. Force. Tu vois. Force et honneur, tu vois. Et ça, ces valeurs-là sont remplacées, ne sont plus admirées, elles sont même ringardes dans la société actuelle. Elles sont ringardisées par les médias, par les politiques, qui font un travail de sape depuis des années. Le wokisme. Le wokisme, c'est l'aboutissement ultime de cette déconstruction des valeurs. Ouais. Et donc finalement, pour moi, l'homme soja, c'est quoi? C'est le produit de cette société féminisée. Alors, tous les hommes aujourd'hui ne sont pas des hommes soja,
Mais moi, j'ai fait l'expérience, tu sais, j'étais chez l'Italien, tu sais, l'autre jour. Ouais. Et je passais 1 heure avec lui, et je passais 1 heure, tu vois, dans la rue, tu vois, à regarder les gens passer, à écouter les hommes parler. Ça se sent au regard, tu sens qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. À la voix, mais Ouais. la voix faible, la voix de crécelle. Les physiques, les physiques, tu vois, anthropologiquement, tu sens que la testo, c'est un truc... L'homme skinny fat, hein. C'est quoi ce qu'un homme Je suis mort. skinny fat? Tu veux que je parle du skinny fat? Oui, rapidement, là. Oh, putain, je suis mort. Le skinny fat, c'est à la fois t'es très maigre et à la fois t'es très gras. Ouais. C'est-à-dire tu fais 1m72, tu fais 60 kg, normalement t'es censé être maigre, mais je te jure t'as un bide de ouf. T'as un bide. T'as un fit et t'as des nichons, tu vois. Des nichons, oestrogènes. Estrogène. Voilà. C'est un problème. Donc l'homme soja, soumis, conformiste, consommériste, Consumérisme. consumériste par Parce exemple. que les plus grands consommateurs sont les femmes. L'homme soja est un gros consommateur alors. Je d'iPhone pense à que 2000 euros, 3000 euros. je pense que En fait, c'est, il fout oui, sa je vie pense, en l'air dans l'achat quoi. Tu me disais que l'homme viril n'achète pas grand chose en fait. Je pense que l'homme très masculin, A pas beaucoup de besoins en fait. moi, je pense que il lui faut du cul, Mm. il lui faut où dormir, Mm. moyen de transport, Mm. la bouffe, Mm. la viande. Mm. Putain, les véganes en sueur, tu vois. Ouais. Je pense que l'homme masculin a très peu de besoins d'ordre matériel. Ouais. Alors, je ne vais pas dire moi je suis un homme masculin, machin, quoi, mais Mm. par exemple, moi, Minimaliste. tu me connais, Ouais. tu sais qu'il y a, j'achète pas grand chose. Ouais. Moi, ce qui est important, c'est où je vis, ce que je bouffe et avoir des relations sexuelles. Mm. Je te jure, le reste, il faut payer les capotes, quoi. Mais voilà, à part ça. Mon travail, je coach beaucoup de gens qui sont, c'est vrai, dans des situations difficiles, parfois un peu désespérés, il faut le dire, et qui fréquentent ce qu'on appelle qui vivent le célibat involontaire. Qu'est-ce que tu penses du célibat involontaire qui engendre malheureusement beaucoup de consommation de la prostitution? C'est quoi ta définition du célibat involontaire? Ben, c'est le mec qui aimerait être en couple, Ouais. mais qui, par sa VMA très modeste et assez faible, et par beaucoup de solitude, n'arrive pas à obtenir des femmes au mérite. En tout cas, une histoire d'amour comme tout le monde, quoi. Bah, je pense qu'il pourrait trouver des femmes, mais du coup avec une VMA correspondante. Et si on te dit, écoute, ta cote, c'est ces meufs-là, et ces meufs-là, elles te font pas du tout envie, bah, tu es dans la merde. Tu dis, ah non, moi je dis non. Ah oui, mais c'est ce que tu mérites. Donc souvent, soit il faut viser beaucoup plus bas que ce qu'on voudrait. Ah, tu veux pas faire le boulot sur ta VMA, tu veux pas bosser ta VMA, bah, il va falloir te satisfaire de plus bas. Ah non, mais moi je veux pas, bah, je suis seul. Alors du coup, pour avoir des filles, je dirais, physiquement, parce que la VMA, il faut aussi dire que la VMA d'une femme, c'est beaucoup de son physique. Ah oui. Ah, ça, c'est pas politiquement correct de le dire. Ouais. Mais une grande partie de la VMA d'une femme, c'est son physique. Nous, notre Ouais. VMA, on a vu qu'elle est beaucoup plus diversifiée. Mm. La VMA d'une femme est beaucoup basée sur son physique. Ce serait hypocrite de dire l'inverse. Quelqu'un qui me dirait l'inverse, c'est un putain d'hypocrite. Mm. Donc bah, tu veux des filles jeunes, hein. Tu veux des filles avec les fesses bien bombées, tu veux des filles avec des gros seins, tu veux vraiment ça, mais t'as pas les moyens, frérot, t'as pas la VMA correspondante. Ah bah il reste quoi comme solution? Mm. Il reste d'aller voir des escortes, d'aller voir des prostituées, des professionnels de ça. Mm. Peut-être même, tu vois, peut-être même qu'en payant, ils peuvent avoir des filles à VMA que même moi, j'ai pas forcément en moyenne. C'est-à-dire que peut-être en moyenne, l'escorte, je sais pas moi, à 400, 500 euros, c'est peut-être pas même moi le physique des filles avec qui je couche en moyenne. Bien sûr. Tu vois? Donc peut-être que... Tu vois, voilà. Ouais. Pour finir, tu penses qu'un homme marié qui a accès à la sexualité peut être Ouais. aussi un homme soja? Bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, je pense que tu peux être totalement... Moi, Ça, c'est pour je un vais te marié. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. J'étais allé à la boucherie acheter de la viande du coup. Et j'ai vu un couple, un homme, une femme, dans cette boucherie. Tu vois, si je te raconte cette expérience, c'est que ça m'a choqué. J'ai vu le type totalement inexistant, totalement soumis, même dans sa posture à sa bonne femme. Hein. La fille très sûre d'elle, très dominante sur lui. Mm. Le mec, il se sentait mal, je sentais que
Alors, c'est même pas qui tient la culotte, c'est qui tient la culotte, le pantalon, la chemise et qui a à poil. Le mec était à poil. Ça m'a fait beaucoup de peine. Donc je pense que bon, on frappe ou on frappe pas. Bien sûr, oui. On dit les choses ou on ne dit pas les Bien choses. sûr. Je pense que dans la catégorie beaucoup des bobos, il y a beaucoup d'hommes soja. Et je pense que dans ces catégories-là, parce que moi j'ai beaucoup dragué, donc j'ai vu en fonction des quartiers, en fonction. La drague c'est de la sociologie. Il faut voir en fonction des milieux sociaux ce qui se passe. Moi j'ai vu parce que il faut aussi réfléchir à c'est quoi l'équivalent chez la femme. C'est-à-dire que l'homme soja, c'est une catégorie. L'équivalent féminin, c'est la femme castratrice. C'est-à-dire que souvent l'homme soja va de pair avec la femme castratrice. Je ne sais pas si c'est une histoire d'équilibre. En tout cas, ça va ensemble. Je pense que la femme castratrice et l'homme soja vont ensemble. Et donc, du coup, ça forme un couple. Tu vois. Donc, je pense que oui, il y a des couples comme ça. On sait aussi que, tu connais mieux que moi, la moyenne de durée de vie des couples à Paris, c'est de plus en plus faible. Comme on l'a expliqué, parce que peut-être qu'au début, elle l'a rencontré, c'était pas un putain d'alpha, mais c'était peut-être pas un soja pur, tu vois. Puis au fur et à mesure de la relation, le mec, il s'est totalement sojaisé, tu vois. Elle, de son côté, elle a peut-être envie d'un peu de frisson, tu vois, dès qu'elle va le tromper. Donc je pense que oui, il y a énormément... Je pense que le couple peut accélérer le côté soja. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple... T'as une baraque, je sais pas, t'as une type de décoration, t'as un mode de vie très masculin, t'as une vie un peu masculin. Ta gonzesse, elle te dit non, moi je veux pas tes gants de boxe ici, je veux pas ça. Donc tu vas peut-être arrêter les sports de combat, tu vois. Tu vas peut-être faire le papa pampers, tu vois. Tu vas peut-être mettre le gosse, tu vois. Donc tu vas te sojaïser en fait. Je pense que le couple, si tu fais pas gaffe, dans la société actuelle, te sojaïse. Donc, messieurs, attention, vigilance. Je pense que tu peux être soja de base, mais je pense que le couple peut potentiellement te rendre encore plus soja. Qu'est-ce que tu penses du métier que j'exerce, c'est-à-dire d'éducateur sentimental, ce que l'école ne propose pas, ce que les parents ne proposent pas, ce que les amis ne proposent pas. Qui ne pourraient pas proposer d'ailleurs. Et qui ne pourraient pas proposer. Qu'est-ce que tu penses de cette activité d'éducation sentimentale, coaching séduction notamment, pour appuyer des hommes, pour les éveiller aussi à ces réalités? Je pense qu'en général, c'est de l'arnaque. En général. C'est très rare de conjuguer deux choses. Les compétences et le côté humain et sincèrement dévoué aux gens avec qui on veut travailler. C'est-à-dire que je pense que de manière globale, le coaching est une arnaque en général, dans tous les domaines. Dans n'importe quel domaine, je pense que le coaching en général est une grosse arnaque. Il faut compétence, il faut sincèrement s'intéresser aux gens avec qui on bosse. Sincèrement, je pense qu'il faut aimer ça. Toi, de par ton expérience, tu as quand même... Et puis tu pars de loin. Donc tu as quand même créé une compétence, tu as travaillé sur ta compétence, tu t'es formé, tu as bossé comme un chien, j'ai envie de dire. Et je sais que humainement, tu es quelqu'un de bien. Sinon, on ne serait pas amis, franchement. Moi, les coachs en séduction, en général, on en connaît beaucoup. Ils sont très intéressés par l'argent. Ah oui, beaucoup. Ouais. Très, très intéressés par l'argent. Humainement, franchement, c'est une catastrophe. De trouver quelqu'un de sincèrement, un vrai gentil, tu vois, qui a envie d'aider les gens, c'est rare. Voilà. Moi, je pense que tu as ça. C'est gentil. D'ailleurs, il y a un sujet que j'aime bien, parce que récemment, quand on s'est rencontrés, Max, j'ai proposé souvent de se voir dans des restaurants. Alors, les mois passés, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et Max pensait que j'allais un jour lui demander quelque chose. Ça, c'est très intéressant parce que les gens pensent que toutes les relations sont intéressé. Et c'est pas vrai. On peut être quelqu'un de désintéressé. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais dis ce que tu as dit la dernière fois. Au fond, je t'ai jamais rien demandé. Bon, on va faire les choses dans son contexte. Moi, je connais un de tes clients, un de tes anciens clients, qui m'a dit, tu verras, Rémi, à un moment, il va te demander des trucs. Ah, tu vas, il va te niquer. Il va te niquer, il va te demander des trucs. Tu verras. Mais j'ai dit, j'en sais rien. Donc moi, je me suis méfié, tu vois. Puis les mois ont passé, puis tu prenais des nouvelles de manière très intéressée, tu vois. Et tu m'as jamais rien demandé. Au contraire, tu m'as beaucoup invité. Oui. Tu m'as jamais rien demandé. Tu as pris des nouvelles de manière totalement désintéressée, tout ça.
Donc voilà, moi je pense que tu es quelqu'un qui aime sincèrement les gens, qui aime sincèrement ce que tu fais, ton activité tu l'aimes. Je pense que tu prends soin de tes clients. Parce que les gens que j'ai rencontrés, généralement, ils étaient contents de ce que tu faisais et tu t'occupais bien d'eux. Voilà. Ouais, donc cette notion, même dans votre vie de tous les jours, sachez qu'on peut avoir un regard sur le monde et sur les autres de manière désintéressée. Et je pense que malheureusement c'est rare, mais on peut avoir des relations comme ça désintéressées et beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées. Enfin, moi après c'est mon regard. C'est possible, c'est rare. Après c'est une question de choix. Ouais. Est-ce que tu veux être beaucoup entouré ou tu veux... Moi par exemple, je préfère être assez peu entouré parce que je veux pas être déçu. Ouais. Loin du côté un peu courtisan, le courtisan, j'en ai connu des courtisans, le susbite, tu peux des dire. susbites, des courtisans, j'appelle ça obséquieux, on connaît aussi, d'ailleurs on voit tout de suite qui est obséquieux, enfin il pense qu'on le sait pas mais nous on le sait, enfin parce qu'on est assez hyper le mec c'est un outil social alors voilà, si voilà. Bon. Et c'est vrai que la vie peut être beaucoup plus cool et saine lorsqu'on est un peu débarrassé de toutes ces stratégies cachées, dissimulées, qui amènent vers quoi en plus? Pas grand chose en fait. Ça c'est personnel. Ça amène pas grand chose. Avant de terminer, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux hommes qui nous regardent aujourd'hui et qui veulent soit te ressembler, soit peut-être optimiser leur pouvoir de séduction notamment? Alors ça dépend. Conseil pour plus être un baiser professionnel ou plutôt pour le couple? Quel type? C'est pas pareil. Non, bah écoute. Je pense que beaucoup d'hommes aspirent quand même vers le couple, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil par rapport à ça? Pour le couple? Ouais. Déjà, toujours continuer à séduire. Toujours comprendre. Déjà être rationnel sur le fait que la VMA, ça évolue. Et qu'un jour ou l'autre, si ta VMA et la VMA de ta femme, c'est trop distinct, ouais. C'est le début de la fin. Donc déjà, avoir un côté rationnel sur le fait que la séduction, c'est un équilibre de valeurs. C'est terrible, c'est pas romantique, mais parfois, des fois, on n'est pas obligé de... Des fois, il faut mettre du rationnel sur ces choses-là. Donc déjà, ça serait un conseil. Prendre soin de son physique. Ouais. Je pense que... Parce que ça joue même sur le sexe, en fait. C'est-à-dire, je pense que si tu as un bon physique, je pense que ta gonzesse, elle est plus excitée, donc si elle est plus excitée, ça se passe mieux. Ouais. Elle va, tu vas dire un truc purement désir, tu vois. Puis en plus, on a expliqué le côté hormonal, donc de son physique, comprendre que la séduction, c'est tout le temps. En plus, tu as fait des vidéos sur entretenir son couple et tout. Ne pas être feignant, globalement, ne pas être feignant. Force de proposition. Sur le travail sur soi-même. Ça ne veut pas être feignant sur la progression sur soi-même. C'est pas mal déjà pour le couple. Après, pour devenir un dragueur, il faut dépasser ses limites. Il faut être régulier. Dans la séduction, il faut être régulier. Moi, j'ai évolué très, très, très lentement parce que j'avais des phases de rush, mais j'avais des longues phases d'inexistence. Tu arrêtes la drague 6 mois, tu vas devoir beaucoup, beaucoup travailler pour revenir au niveau. Donc, être régulier, avoir des carnets, prendre des notes, apprendre de ses erreurs. Moi, il y a des erreurs, je les ai répétées des centaines de milliers de fois parce que je ne prenais pas de notes. Depuis que j'ai commencé à prendre des notes, à réfléchir à ce qui marchait pas, comment intellectualiser. Je pense qu'un bon dragueur, c'est un intello. C'est un intello. Comprendre les typologies de filles avec qui tu connectes et avec qui tu ne connectes pas. Toi, je t'avais dit, il y avait un travail de sociologie. J'avais vu par exemple qu'il y avait des filles. Mais tu sais que c'est même visuel. C'est visuel, les manières de s'habiller, tu vois. Tu comprends qu'avec des filles qui s'habillent plutôt comme ça en général, tu vas connecter avec les filles qui sont comme ça. Vraiment, donc, avoir un travail d'analyse. Un portrait robot, quoi, que tu analyses, quoi. Ne pas miser trop sur les techniques de séduction. Je dis pas que c'est pas utile. Je dis que la plupart du temps, c'est pas bon. Et travailler sur son physique, travailler sur sa masculinité et être la personne la plus importante dans n'importe quel rapport, sans écraser l'autre, mais en tout cas en faisant valoir tes valeurs et ne jamais te manquer de respect à toi-même. Tu peux te foutre de la gueule de quelqu'un, mais tu ne peux pas te foutre de ta propre gueule. Une phrase que j'ajouterais, que m'a dit ma sœur un jour, tu as le droit d'être heureux. On a le droit d'être heureux aussi.
J'ai aimé cette phrase. Je pense qu'on a même le devoir d'être heureux. Ouais. Et pour finir, avant de nous séparer, la question ultime. Alors, roulement de tambour, post-production. On va mettre un peu de roulement de tambour. Ok. Max, est-ce que aujourd'hui, 31 ans, 2022, on est le 24 mai ou 25 mai, je ne sais plus. Ou 26, je sais plus. Est-ce que tu penses à ce jour que tu es le meilleur séducteur, j'ai pas français, mais parisien à ce jour, le mec qui a le plus de succès aujourd'hui à Paris, est-ce que tu es le meilleur? Je suis mort. Non, parce que je suis pas. Déjà, je pense que j'ai pas les caractéristiques psychologiques. Je suis pas, tu vois, je suis pas sournois moi, tu vois. Je suis trop franc. Je suis limité par mon caractère. Par contre, je pense que dans les 10 meilleurs, il n'y a pas de problème. Mais le meilleur, non. Je pense qu'il y a plus vicieux que moi. Je pense qu'il y a plus vicieux que moi. Je pense qu'il y a plus. Il y a plus optimisé que moi. Je pense que je me défends bien. Mais Oui. J'ai un ami, il est connu. Hein. Je lui dis qui c'est. Oui, tu peux le Je pense dire. qu'un mec comme Greg Toussaint, qui est un super bon dragueur de rue, il m'éclate aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris en travaillant avec lui. Autre conseil pour la séduction, avoir un bon binôme, un binôme intelligent. Apprendre ensemble, travailler ensemble. Toujours travailler avec quelqu'un qu'on aime. Moi, je suis devenu bon dans tous les domaines. Dans tous les domaines dans lesquels je suis devenu bon, les maths, je suis devenu bon parce que j'ai travaillé avec un super binôme. La musculation, je suis devenu bon parce que j'ai travaillé avec un super binôme. Le game, je suis devenu bon parce que j'ai eu à des moments de ma vie des super binômes. Ouais. On apprend mieux ensemble. Bon, on va pas apprendre à 10 non plus. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui penser, réfléchir. Tu te poses une question, tu réfléchis. Je pense que ça aide beaucoup. Donc non, je suis pas le meilleur. Je ne serai jamais. Bon, après C'est pas à plaindre. Après, ça n'empêche pas d'envoyer des prix de notes, tu vois. Bon, voilà, mes chers amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette conversation, cette interview. Merci Max pour tout ce que tu as dit de passionnant. Je pense qu'il y a des gens qui vont se régaler. On a fait en sorte. Ils vont se régaler. Et je me suis régalé. On s'est marré. Hein. Aujourd'hui, c'était vraiment top. Moi, je suis stressé. Si vous voulez le contacter, vous pouvez passer par moi et je vous mettrai en relation avec ce garçon si vous voulez avoir d'autres informations complémentaires. Vous passez par le coach de Paris et j'enverrai vos messages, vos mails à ce garçon. Merci à tous, restez fidèles au coach de Paris. D'autres surprises arriveront très prochainement et surtout abonnez-vous. Max, merci. Ouais, salut. Poignée de main virile. Force et honneur. Pas d'homme soja ici. Hein. Ouais, pas d'homme soja ici. Salut à tous. Ciao.